Et du coup, en quoi on peut considérer que l'autisme, c'est un handicap? Ce sont deux concepts différents. L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc il est dans des classifications internationales. Ça se trouve en général dans les troubles psychiatriques. C'est pas très intelligent, mais enfin surtout en France. Aux États-Unis, enfin dans les pays occidentaux, on dit troubles mentaux, mais ça veut dire simplement du fonctionnement de l'esprit. Ça n'a pas de connotation péjorative. C'est en France que ça a une connotation péjorative. Donc, on ne parle pas de maladie parce qu'il n'y a pas de substrat biologique, mais on parle de troubles parce que c'est un ensemble de signes et que voilà, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent pour le moment. Ce n'est pas une maladie au sens propre. Mais pour autant, ça existe quand même bien, quoi. Et ça peut être très handicapant. Alors, le handicap, c'est un autre concept social. C'est ce que ça entraîne sur le plan social en termes de contexte social, parce que les difficultés qu'on a, les troubles qu'on a, vous mettent en difficulté, mais pas partout, dans certains contextes. Un trouble de l'interaction sociale majeure vous met en difficulté partout où on a besoin d'avoir une communication sociale fluide et adaptée. Par exemple, c'est pas la peine de demander à un adulte autiste de passer un entretien d'embauche. On est sûr de l'envoyer au casse-pipe. Parce qu'il ne va pas du tout comprendre ce qui est demandé et comment on doit s'y préparer et puis quel jeu on doit jouer, parce que c'est un peu ça aussi. On essaie de se présenter à son avantage, on essaie de comprendre ce qui est attendu et on s'y adapte. Ça, la personne autiste, elle comprend absolument pas. Donc, je veux dire, on ne demande pas un entretien d'embauche à une personne autiste. Il faut pouvoir tester ses compétences autrement. C'est pas non plus impossible, mais il faut y penser. Donc, les handicaps induits par l'autisme sont très variables. Par exemple, en classe, les difficultés de communication, c'est un handicap qu'il faut pouvoir compenser pour que l'enfant autiste il puisse faire des apprentissages adaptés souvent. C'est pas ceux de tout le monde et c'est pas au rythme de tout le monde. S'il a des difficultés sensorielles, il doit pouvoir aussi les compenser. Il y a des enfants autistes qui vont en classe avec un casque pour filtrer les bruits extérieurs parce que sinon c'est assez ingérable. Ils sont tellement mal qu'ils peuvent pas rester assis. Voilà, il y a toutes sortes de difficultés qui sont induites sur le plan social par le fait qu'on est autiste et qui vous mettent plus ou moins en difficulté. Donc ça fait que l'autisme est reconnu comme entraînant un handicap depuis 1996 parce qu'avant c'était pas le cas. Donc les personnes autistes elles-mêmes, mais aussi les familles avec des enfants ou des adultes qui sont sous leur responsabilité, peuvent solliciter la maison départementale des personnes handicapées pour obtenir des prestations d'aide diverses, d'aide à la maison par exemple, ou de financement de certaines prestations qui sont faites en libéral et qui sont pas remboursables. C'est fréquent, les psychologues et les éducateurs dont nous avons besoin, par exemple, ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc c'est une prestation qui est notifiée par la maison départementale des personnes handicapées et payée par la caisse d'allocation familiale, qui permet de faire face partiellement. La reconnaissance du handicap permet d'avoir toutes sortes d'aides. À l'âge adulte, par exemple, ça permet d'avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et si on ne peut absolument pas travailler, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas, l'allocation d'adultes handicapés qui est due aux adultes qui ne peuvent pas entrer dans le monde du travail parce que ce serait beaucoup trop compliqué pour ces personnes, ça les mettrait beaucoup trop en difficulté. Et il y en a qui ont des troubles psychiatriques associés, par exemple, des troubles anxieux majeurs ou qui sont très dépressifs parce que c'est dur d'être autiste et de toujours se heurter à ce qu'on ne comprend pas. Majoritairement, ce sont des hommes. Jusqu'à présent, on disait 4 hommes pour une femme. Sans doute que les femmes sont sous-diagnostiquées, donc c'est plutôt 3 hommes pour une femme. Mais ça reste quand même très majoritairement un trouble masculin. Et donc beaucoup de ces hommes n'ont pas de petites copines, ne savent même pas comment ça se construit. Une relation affective, amoureuse, je parle pas de sexualité parce que là c'est encore plus compliqué bien sûr, parce qu'ils n'en ont pas la représentation fine que nous on construit et qui nous permet plus ou moins bien, parce que ça reste compliqué les relations humaines. Mais je veux dire, voilà, on a quand même des outils pour essayer de comprendre. Et quand on se casse la figure, c'est aussi un enseignement. Voilà, on en tire des leçons. Et puis, on essaye de faire différemment la fois suivante. Ça, c'est inaccessible à une personne autiste. Donc, elles souffrent beaucoup de l'isolement social. Elles ont peu d'amis. Et c'est très compliqué. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle des groupes d'entraide mutuelle. Ça existe pour les personnes qui ont des troubles psychiatriques déjà, et c'est ouvert à l'autisme depuis 2 ans, justement pour leur permettre d'avoir un espace social où se rencontrer, mais où se faire aider aussi,
pour pouvoir accéder à une activité de loisir, qu'elle soit culturelle, sportive, ou simplement d'échange social, ou pour rendre service à d'autres aussi. Enfin, il y a des tas de façons d'interagir avec les autres. Mais souvent, la personne autiste, elle ne va jamais trouver toute seule. Comment on fait? D'accord. Et du coup, il y a un concept qui existe, qui est le concept de neurodiversité, l'idée que l'autisme, comme d'autres troubles du développement neuronal, c'est seulement des diversités au sein de l'humanité, globalement. Les familles, elles sont pas très d'accord avec ça. Quand il y a des personnes autistes de bon niveau qui revendiquent la neurodiversité, moi, ça ne me dérange pas. Je veux dire, elles revendiquent leurs particularités et puis elles veulent pas qu'on les embête, qu'on leur demande d'être autrement. Bon, si elles ont fait leur chemin et que elles sont heureuses comme ça, c'est bien leur droit. Enfin, voilà, ça me dérange pas. Moi, ce qui me choque, c'est que beaucoup de ceux qui se font les défenseurs de la neurodiversité, concept américain qui a pris corps sur le territoire français, c'est pour attaquer les familles, parce que les familles se battent pour que leurs enfants soient un peu moins autistes, si je puis dire, en tout cas apprennent à vivre avec l'autisme en utilisant au maximum leurs compétences, avec les rééducations nécessaires. Je veux dire, quelqu'un qui ne communique pas, il a besoin d'un orthophoniste pour apprendre à communiquer. Voilà, c'est le b.a.-ba quand même. Et donc les familles se font attaquer par certains, pas par tous, au motif que l'autisme c'est l'avenir de l'humanité, et donc on touche pas une personne autiste. C'est simplement qu'on n'a pas respecté ce qu'elle est, parce que sinon elle irait très bien. Ben non. Quand on est autiste, on a beaucoup de troubles associés, souvent, qui ont besoin chacun de rééducation. Et on peut pas laisser à l'abandon une personne autiste, parce que c'est de la maltraitance. C'est de la non-assistance à personne en danger. Voilà, on peut rien dire. Et encore une fois, ceux qui sont dans le très haut du spectre de l'autisme et qui n'ont besoin de rien, et qui de fait ne sont pas dans le champ du handicap. Je veux dire, ils s'expriment comme ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, et moi, ça ne me choque absolument pas. Mais c'est une toute petite minorité. Et donc cette petite minorité, elle n'a pas le droit de faire la morale aux familles qui, eux, vivent comme elles peuvent, avec des enfants, des adolescents et des adultes souvent, qui sont toujours à la maison parce qu'ils n'ont rien, il n'y a pas de lieu de vie, il n'y a pas de foyer, il n'y a rien. La France, elle a un retard monstrueux dans la création de lieux de vie un peu dignes, et puis dans la cité, quoi, pas au fin fond de la Lozère, comme on a fait pendant 40 ans. Voilà, ces familles, elles bataillent. Donc elles vivent très mal de se faire des leçons de morale par des gens qui se présentent comme auto-représentants et dont certains n'ont même pas de diagnostic par-dessus le marché. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'auto-diagnostiquent. Ouais, c'est facile comme ça. Je suis autiste. C'est 2 jours et demi de bilan minimum pour avoir un diagnostic d'autisme digne de ce nom, avec des bilans fonctionnels divers. Voilà, si on n'a pas fait ça, c'est pas sérieux. Merci. Du coup, comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes qui souffrent d'autisme et leurs familles? Alors déjà, on ne dit pas souffrir d'eux. Oui. Parce que ça choque beaucoup les familles. Qui sont concernées par l'autisme. Qui sont concernés par l'autisme ou qui sont autistes, tout simplement. C'est la manière la moins blessante pour les familles, parce que c'est pas une souffrance non plus d'être autiste, même si parfois c'est très compliqué. Et que pour certaines personnes, je pense que c'est quand même une grande souffrance. Je veux dire, quand on ne sait pas communiquer, qu'on arrive à l'âge adulte, qu'on n'est pas propre, qu'on n'a pas d'autonomie, qu'on souffre de difficultés sensorielles majeures, qu'on est en permanence très mal. Je pense que là, c'est une grande souffrance. Mais il y en a d'autres qui, à l'autre bout du spectre, ont appris à vivre avec l'autisme, en se cassant le nez assez régulièrement sur des difficultés qu'elles maîtrisent plus ou moins bien, mais qui ont appris à vivre avec l'autisme. Quand on est malvoyant, on apprend à vivre avec la malvoyance. Quand on est malentendant, on fait pareil. Quand on a un problème moteur, on fait pareil. Donc je veux dire, quand on est autiste, on fait pareil. Quand on est dans le champ du handicap, on fait comme toutes les personnes en situation de handicap. On apprend à vivre avec. Ce qui manque en France, c'est d'abord des campagnes de sensibilisation nationale à l'autisme, pour sensibiliser le grand public. Le grand public, il n'a pas vocation à se professionnaliser et puis à devenir compétent en autisme, c'est pas ça qu'on lui demande. Mais il a vocation à être sensibilisé et à apprendre la bienveillance, à savoir identifier une personne autiste et à adapter son comportement. Ça coûte pas grand-chose, mais pour ça, il faut le savoir. Moi, ça m'avait frappé, j'avais emmené mon fils il y a 6 ans au Québec, à Montréal. C'était là que j'ai compris qu'en France, quand même, c'était une autre planète. Dans la compagnie québécoise, on ne fait pas attendre une personne autiste, parce qu'elle ne supporte pas d'attendre.
si on veut éviter les ennuis, il faut aussi ne pas la mettre en situation d'attente, vide quoi. Où on passe une heure à rien faire. Voilà, ça pour une personne autiste, c'est rédhibitoire. Donc une personne autiste n'attend pas pour l'enregistrement et n'attend pas pour l'embarquement. Voilà, elle est prioritaire et ça ne pose aucun problème. Tout le monde trouve ça normal. Et dernier restaurant dans lequel j'étais allée, je me souviens, ça m'avait frappé aussi. Le restaurateur était venu me trouver en me disant si vous voulez un endroit plus calme, vous n'hésitez pas. Donc il savait, lui, en tant que restaurateur, qu'une personne autiste pouvait avoir des problèmes sensoriels, être gênée par le bruit, la lumière, le mouvement, le passage, et donc spontanément proposer un endroit plus retiré pour que ça soit pas agressif. Et il avait ajouté et si vous voulez faire aménager un plat, vous n'hésitez pas. Donc il savait aussi que beaucoup de personnes autistes ne supportent pas les sauces, ne supportent pas qu'on mette le légume avec la viande ou le poisson. Voilà. Et moi, ça m'avait beaucoup touchée parce que ce sont des choses qui ne coûtent rien, qui montrent qu'on est sensibilisé et qu'on essaie d'aider, voilà, à sa façon, en essayant d'aménager la vie des personnes pour ne pas déclencher de problèmes là où on peut éviter qu'ils se déclenchent avec simplement des gestes simples. Moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que je veux dire, en France, on en est quand même très très loin. Mais il y a des efforts. Moi, j'ai été sollicitée cette année 4 fois par 4 enseignes commerciales différentes. Super U, Auchan, Carrefour et Monoprix. Et Carrefour et Monoprix, ils l'ont fait d'emblée au niveau national. Ils sont venus me trouver pour me demander comment aménager les commerces pour qu'ils soient accessibles aux personnes autistes sans les mettre en difficulté. Ce qu'il fallait faire pour cela, quels aménagements étaient nécessaires. Comment on faisait aussi pour aider les familles qui se déplacent avec des enfants autistes pour faire leurs courses. C'est très compliqué, en particulier à l'attente aux caisses. Moi, ma demande prioritaire, c'était ça. Vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'attente aux caisses. Et là, vous résolvez quand même le problème majeur des familles qui vont faire leurs courses dans un magasin et qui se heurtent à cette difficulté-là. Vous voyez, ça fait 4 enseignes qui ont fait la même chose, presque en même temps, et qui ont maintenant ces réflexes de se dire, voilà, c'est pas facile d'être autiste, c'est pas facile d'avoir un enfant autiste. Donc, ce qu'on peut faire nous, c'est qui va pas nous coûter cher, qui ne coûtera même rien du tout. C'est de voir comment aménager l'espace, le bruit, la lumière et le passage aux caisses pour faciliter la vie des familles. Mais on n'a toujours pas de campagne nationale de sensibilisation à l'autisme, alors que dans tous les pays occidentaux, on le fait au moins une fois par an. Ce sont les associations qui le font le 2 avril pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Ce sont les associations qui font le travail. Il n'y a aucun travail fait par un ministère ou un équipement public quelconque. C'est inacceptable, parce que c'est aussi comme ça que les mentalités changeraient, s'il y avait ça chaque année. Et la preuve qu'il faut encore sensibiliser, elle se trouve dans mon choix de vocabulaire maladroit. Tout le monde parle comme ça. Beaucoup de médecins aussi, parce qu'ils ont le réflexe sanitaire. Comme c'est classé dans les pathologies au sens large, donc on dit patient autiste, souffrir d'autisme, c'est assez général. Alors ça blesse les personnes parce que les personnes qui sont dans le haut du spectre de l'autisme, par exemple, elles ne veulent pas être présentées comme des personnes qui souffrent. Vous parliez de neurodiversité tout à l'heure. Je veux dire, elles revendiquent leurs différences. Effectivement, leur cerveau ne fonctionne pas comme celui des personnes qui ne sont pas autistes, mais elles identifient pas ça comme une souffrance. Donc, étymologiquement, un patient, c'est celui qui souffre. Donc, on a du mal à sortir de là. Donc c'est plus simple quand on veut pas blesser de dire que les personnes sont autistes, qu'elles vivent avec l'autisme, qu'elles ont une forme d'autisme. Comme il y a des profils très différents, donc les personnes autistes, c'est pas qu'elles se ressemblent pas. Il y a des types de profils différents. Ça reste des personnes avec un caractère. Je veux dire, il y en a qui sont plus combatifs que d'autres. Je veux dire, quand on est autiste et combatif, c'est plus facile de vivre avec l'autisme quand on est tout le temps dépressif, par exemple. Voilà, donc faut toujours partir de ce qu'est une personne et de son héritage, de son histoire, de ses compétences. Parce qu'au bout, on n'est pas autiste de la même façon, c'est sûr, quand on a des compétences préservées ou quand on en a moins, quand on est épileptique et quand on l'est pas, etc. Très compliqué dans l'autisme. Julien Gras, Pierre-Emmanuel Rebourg, Daniel Langlois, dans le cadre du projet Handitech pour l'école des mines de Saint-Étienne.